D'où vient la matière? S'est-elle formée lors du Big Bang? Comment est-on passé d'un univers où il n'y avait presque rien à un univers plein de matière? Quels processus ont donné naissance à tous les atomes lourds et légers qui constituent toute chose, tout être vivant et toute la matière qui nous entoure? Chercher l'origine de la matière correspond ni plus ni moins à reconstituer l'histoire, la structure et l'évolution de l'univers depuis sa naissance. Notre planète est très riche en éléments chimiques naturels. Ces éléments simples ou atomes s'organisent en molécules allant de la plus simple comme l'hydrogène à la plus complexe comme l'ADN, qui est à la base du code génétique de tous les êtres vivants. La naissance et l'évolution de l'ensemble de ces 92 éléments a commencé avec la naissance même de l'univers il y a 13,8 milliards d'années et continue encore dans les usines à fabriquer de la matière que sont les étoiles. Nous les humains, nous sommes constitués à 97% de seulement 6 éléments chimiques, hydrogène, carbone, oxygène, phosphore, azote et soufre. Un célèbre slogan « Nous sommes tous des poussières d'étoiles » lancé pour la première fois par l'astronome Carl Sagan et repris plus tard par Hubert Reeves dans son livre Poussière d'étoiles, résume l'importance du rôle que jouent les étoiles dans la fabrication des éléments chimiques. Voyons d'abord de quoi est constituée la matière. L'univers est constitué à 5% de matière ordinaire que nous connaissons, à 27% de matière noire et surtout à 68% d'énergie sombre. La matière noire est nommée ainsi car contrairement à la matière ordinaire, elle n'a jamais été observée jusqu'à présent. Elle n'émet pas de lumière, donc il est invisible. On ne connaît rien de la nature des particules qui la constituent, on sait seulement qu'elle doit exister pour expliquer la cohésion des galaxies et des amas de galaxies. L'univers est constitué surtout d'énergie noire ou énergie sombre, nommée ainsi car on ne connaît rien de sa composition ni de sa nature. C'est simplement une notion introduite en astronomie pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers, alors que cette expansion devrait plutôt ralentir sous l'effet attractif de la gravitation. Le premier à avoir introduit cette notion est Einstein sous le terme de constante cosmologique. Contrairement à l'effet attractif de la loi de la gravité qu'on connaît, l'énergie noire a un effet répulsif. Sans notion d'énergie noire, on serait incapable d'expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne connaît que 5% de la matière qui constitue l'univers. Les molécules qui constituent toute la matière dont nous sommes faits et toute la matière qui nous entoure est constituée d'atomes d'éléments chimiques lourds et légers, de l'hydrogène à l'uranium. Quel que soit l'élément du tableau périodique considéré, il est organisé selon le même modèle. Un ou plusieurs électrons qui tournent en orbite autour d'un noyau qui est lui-même formé de protons chargés positivement et de neutrons qui sont neutres. Les protons et les neutrons sont eux-mêmes formés de particules élémentaires encore plus petites, associées par 3, les quarks. Deux atomes, l'hydrogène et l'hélium, représentent à eux seuls 99% de la matière de l'univers. Ces deux atomes se sont formés durant les 3 premières minutes qui ont suivi le Big Bang. Tous les autres éléments, qui ne représentent que 1% de la matière de l'univers, se sont formés et continuent à se former dans les milliards de milliards de milliards d'étoiles de notre univers. Quand et comment? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour enquêter sur l'origine de la matière, il faut d'abord comprendre son fonctionnement et les lois physiques qui la contrôlent. Il y a 4 forces fondamentales de la physique qui contrôlent le fonctionnement de la matière. 3 d'entre elles agissent au niveau microscopique et une, la force de la gravité, agit au niveau macroscopique. Ces 4 forces sont la force électromagnétique qui agit au niveau de l'atome. C'est elle qui maintient les électrons en orbite autour du noyau et maintient les atomes associés entre eux dans les molécules. Les électrons et les protons se changent en permanence des particules de lumière, les photons, ce qui permet de maintenir les électrons en orbite stable et assure les liaisons entre atomes dans les molécules.
La force nucléaire forte agit au niveau de très petites particules, les quarks, qui se trouvent associés par 3 à l'intérieur des protons et du neutron. Les quarks sont liés entre eux par des liaisons très fortes par l'intermédiaire d'autres particules appelées les gluons. La force nucléaire faible, quant à elle, est responsable de la radioactivité. Certains atomes sont instables car ils ont trop de neutrons ou d'électrons. Pour retrouver l'équilibre, ils éjectent des particules grâce à une troisième force, l'interaction faible. Cette force intervient lors de la désintégration radioactive des éléments. Il se caractérise par une interaction entre les différents éléments de la matière par échange de particules appelées bosons W et Z. La quatrième force, elle, n'intervient pas à l'échelle microscopique, mais plutôt à l'échelle macroscopique, c'est la force de gravité que nous connaissons tous. Nos connaissances de l'origine de la matière et des premiers instants de la naissance de l'univers ont beaucoup progressé au cours des dernières années, notamment grâce aux découvertes faites à l'aide des accélérateurs de particules comme celui du CERN en Suisse. L'une des plus grandes découvertes des dernières années est celle faite par le satellite Planck en 2012 qui a capté l'image d'un rayonnement de lumière fossile émis seulement 380 000 ans après le Big Bang. C'est la première image réelle de l'univers, juste au moment même où il est devenu transparent. Cette première image, qui à premier abord apparaît banale, fournit et continue de fournir beaucoup d'informations qui permettent de comprendre les premiers instants de l'univers et de la naissance de la matière. Depuis les observations de l'astronome Edwin Hubble en 1929, on sait avec certitude que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres. En retournant en arrière dans le passé, on en conclut qu'à un moment donné, il y a exactement 13,8 milliards d'années, ils ont dû partir d'un point infinitésimal, très petit et extrêmement chaud, appelé la singularité initiale au Big Bang. La science, les lois physiques, principalement basées sur la relativité d'Einstein, ne permettent pas de remonter à l'instant même du Big Bang, ou ce qu'on appelle communément l'instant zéro. Même si la notion même du temps et d'espace n'a aucun sens à ce moment-là. Le temps et l'espace ne sont nés qu'après le Big Bang. Nos connaissances actuelles, notre compréhension de la matière dont nous sommes faits et qui fait le monde et l'univers dans lequel nous vivons sont basées sur les 4 forces fondamentales déjà vues. Seulement ces 4 forces, en tant que telles, n'existaient pas au moment de la singularité primordiale. Ils étaient unis en une seule et unique force dont nous sommes pour l'instant incapables de cerner ni le fonctionnement ni les conséquences. Au moment de la naissance de l'univers, la température était incroyablement élevée, estimée à plus de 10 puissance 32 Kelvin, soit 100 milliards de milliards de milliards de milliards de Kelvin. À 1 million de milliards de Kelvin, la force électromagnétique et la force nucléaire faible se confondent pour former une seule force, la force électrofaible. Celle-ci se confond avec la force nucléaire forte au-dessus de 10 puissance 29 Kelvin, soit 100 milliards de milliards de milliards de Kelvin. Ces 3 forces se confondent avec la gravitation à 10 puissance 32 Kelvin, soit 100 milliards de milliards de milliards de milliards de Kelvin. Faisons un retour en arrière aussi loin que possible, c'est-à-dire à 10-43 secondes après le Big Bang, ou ce qu'on appelle le mur de Planck. Notre compréhension de l'univers et du comportement de la matière qui le constitue bute sur un mur qu'on appelle le temps de Planck ou le mur de Planck, soit 10-43 secondes après la singularité primordiale, quand la température de l'univers a diminué jusqu'à 10 puissance 32 degrés Kelvin. Les lois physiques actuelles peuvent enfin s'appliquer. Notre compréhension de notre univers devient possible. La physique actuelle permet donc de décrire ce qui se passe avec plus ou moins de précision. La relativité d'Einstein permet de décrire la gravité qui agit au niveau macroscopique et la mécanique quantique permet de décrire les 3 autres forces qui agissent au niveau microscopique. Tant qu'un génie
qui deviendra sûrement plus célèbre qu'Einstein, n'a pas découvert une loi qui unira les quatre forces en une seule super force, dans ce qu'on appelle la théorie du tout, on ne pourra pas savoir ce qui s'est passé avant 10-43 secondes. Stephen Hawking a essayé de le faire avant sa mort sans grand succès. Entre 10-43 secondes et 10-38 secondes, l'univers était vide au sens qu'il n'y avait pas de particules réelles telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais le principe d'incertitude de la mécanique quantique fait qu'en réalité, ce vide n'était pas vraiment vide. Il y avait ce qu'on appelle des particules virtuelles de matière et d'antimatière qui naissent du vide quantique pour être détruites aussitôt. Selon le principe d'incertitude de la mécanique quantique qui s'applique aux particules microscopiques, une particule avec une masse peut apparaître à partir de rien pour un très court laps de temps et disparaître aussi vite qu'elle est apparue. C'est un concept difficile à imaginer dans notre monde macroscopique, mais plus facilement envisageable pour toute personne qui connaît les principes de la mécanique quantique qui s'appliquent au monde microscopique. Ces particules sont virtuelles dans le sens qu'ils se créent en utilisant une très petite quantité d'énergie, selon la célèbre formule d'Einstein E est égal à mc2. La masse et l'énergie ne sont que deux concepts équivalents. Mais la durée de vie de ces particules virtuelles est infinitésimale. Dans le cas des électrons, il n'est que de 10 puissance moins 21 secondes. Donc même dans le vide quantique qui existait juste après le Big Bang, le vide n'était pas vraiment vide, mais contenait des particules et des antiparticules qui se créaient et qui disparaissaient dans un vide incroyablement agité, presque instantanément. Entre moins 35 secondes et 10-32 secondes après le Big Bang, se produit ce qu'on appelle l'inflation. Si on regarde l'univers dans n'importe quelle direction, on ne peut qu'être surpris par sa grande régularité. Quelle que soit la direction, la matière, les galaxies se répartissent de façon très identique. Alors que logiquement, il n'y a rien qui oblige la matière issue du Big Bang à se répartir de façon homogène. Pour expliquer ce paradoxe, les chercheurs ont émis une théorie appelée inflation. À 10-38 secondes, la température est de 10 puissance 29 Kelvin. L'univers s'est refroidi suffisamment pour permettre la séparation de la force nucléaire forte et de la force électrofaible. Cette séparation a permis de libérer une quantité d'énergie colossale qui serait à l'origine de cette inflation. Cette libération d'énergie est tellement colossale qu'elle est impossible à imaginer. Entre 10-35 secondes et 10-32 secondes après le Big Bang, l'univers s'est dilaté plusieurs millions de milliards de fois pour occuper en un temps infinitésimal presque tout l'espace qu'il occupe aujourd'hui. C'est l'énorme énergie de l'inflation qui a permis la création des premières particules réelles de matière, mais aussi d'antimatière à partir des particules virtuelles. Le vide quantique qui régnait avant, où la matière et l'antimatière se créaient pour être presque instantanément détruites, laisse la place à un univers formé d'une soupe très chaude, une fournaise, un plasma constitué de très petites particules, les quarks, les gluons, les neutrinos et les électrons à une température de 10 puissance 27 degrés. Les particules et les antiparticules sont créées avec un léger avantage pour les particules. C'est cette petite différence qui façonnera notre univers actuel formé de matière, et non d'antimatière. Comme il y a une grande quantité d'énergie, une grande densité de matière, les particules et les antiparticules se percutent constamment dans un milieu très agité et de nouvelles particules se créent à partir des anciennes. Des électrons et antiélectrons donnent des photons. Deux photons donnent des électrons et antiélectrons. Il n'y a encore ni molécules, ni atomes, ni protons, ni neutrons. À 1 millionième de seconde se produit le confinement des quarks. L'univers se refroidit jusqu'à une température de 10 puissance 13 Kelvin. Cette diminution de température va permettre à la force nucléaire forte d'assembler les quarks à l'aide de gluons pour former les neutrons et les protons. Les quarks ne pouvaient pas s'assembler avant puisque la température était encore trop élevée pour permettre leur confinement dans les nucléons, protons et neutrons.
Rappelons que ce sont les protons et les neutrons qui constituent les noyaux des atomes. À 10-4 secondes se forment les premiers noyaux d'atomes. Les neutrons et protons s'assemblent pour former les noyaux. L'énergie des photons n'est plus suffisante pour assurer l'équilibre nucléon-antinucléon. C'est à ce moment-là que se produit la destruction du nucléon par les antinucléons. Mais comme au tout début, il y avait un tout petit peu de matière que d'antimatière, le duel matière-antimatière finit par la victoire de la matière. Et il ne reste plus que des protons et des neutrons, les antiprotons et antineutrons ont disparu. Les photons ne possèdent plus assez d'énergie pour produire des protons, mais peuvent encore produire des électrons et anti-électrons. À 0,01 seconde se produit la réaction de production et de destruction des électrons et anti-électrons et des neutrinos et antineutrinos. Donc, comme les électrons ne sont pas libres, ils ne pouvaient pas encore s'associer au noyau pour former des atomes. Qui dit expansion de l'univers, dit refroidissement de plus en plus intense de l'univers et dilution de la matière qui rend la réaction entre les particules de plus en plus difficile. Avant cette période, les neutrinos sont normalement liés au reste des particules par la force nucléaire faible. Mais à cause de l'expansion de l'univers, comme l'univers se dilue de plus en plus, les neutrinos se séparent définitivement du reste de la matière. La réaction d'équilibre entre les électrons et les neutrinos n'est plus possible. À une température de 10 milliards de degrés, il s'est produit ce qu'on appelle le découplage du neutrino. Ce découplage est très important car c'est lui qui va rendre possible la synthèse primordiale des premiers éléments chimiques légers. À une seconde, vers 1 milliard de Kelvin, la réaction d'équilibre électrons et anti-électrons n'est plus possible. L'antimatière disparaît donc totalement au profit de la matière. C'est vers 100 secondes après le Big Bang que commence la formation des premiers atomes. Les premiers éléments ne pouvaient se former qu'après que la température de la soupe primordiale soit descendue à moins de 1 milliard de Kelvin lorsque l'univers a atteint 100 secondes. La perte d'énergie des photons, due au refroidissement progressif, fait en sorte qu'ils ne peuvent plus empêcher l'association des protons et des neutrons pour former des noyaux durables. En plus d'empêcher les atomes de se former, cette réaction empêchait aussi les photons d'être libérés. La lumière n'est plus emprisonnée et peut enfin apparaître. La nucléosynthèse en essence de la matière primordiale peut commencer. Un proton et un neutron s'assemblent pour former le deutérium qui est un isotope de l'hydrogène. Entre 1 minute et 16 minutes après le Big Bang, il y a formation d'atomes légers de plus en plus complexes. À partir du deutérium déjà formé, il est possible de former d'autres éléments légers. Un atome de deutérium capte un neutron ou un autre atome de deutérium pour former de l'hélium. En captant un neutron, il est aussi possible de produire de l'hélium 3 et de l'hélium 4, puis du tritium, du bore, du beryllium et du lithium. En 15 minutes, l'univers n'est plus assez chaud et la matière est devenue trop diluée pour permettre d'aller plus loin dans la fabrication d'éléments chimiques. La nucléosynthèse est stoppée net. Le tableau périodique des éléments se réduit à ceci. Il ne pourra reprendre qu'après la formation et surtout la mort des premières étoiles. Mais entre-temps, il s'est produit un phénomène fabuleux. Comme les photons n'interviennent plus pour empêcher les atomes de se former, leur lumière va rendre l'univers de plus en plus transparent et le rendre enfin visible. Notre univers devient enfin observable. Et chose extraordinaire, en 2012, on a pu capter cette image extraordinaire de ce premier moment où la lumière a jailli de la noirceur complète de l'univers. Cette image semble banale pour un non-initié, mais en réalité elle est très riche en informations, aussi bien pour ce qui s'est passé avant 380 000 ans qu'après cette date. Cette image est en réalité une carte de distribution des températures de l'univers. Plus les taches sont rouges, plus la température est élevée. Plus les ondes sont chaudes, plus ils sont denses, donc plus il y a une concentration de matière, minime mais néanmoins réelle. Comme la masse attire la masse, si la force de gravité dispose de suffisamment de temps, ce qui était bien sûr le cas, la concentration de matière à certains endroits devient de plus en plus dense. Les simulations informatiques réalisées par les chercheurs
montre qu'à partir de simples petites fluctuations de densité de la matière, les étoiles et finalement les galaxies finissent par apparaître. Entre 380 000 ans et au moins 100 millions d'années, c'était l'âge sombre de l'univers. Aucune lumière visible autre que celle du fond diffus cosmologique n'était présente. Aucune étoile, aucune galaxie ne brillera dans le ciel pendant au moins 100 millions d'années. Si le temps qu'il a fallu à la matière pour se condenser suffisamment sous l'effet de la gravité pour donner naissance aux premières étoiles et aux premières galaxies. Quelques centaines de millions d'années plus tard, il y a formation des premières étoiles. Sous l'effet de la force gravitationnelle, la matière formée lors des processus précédents s'assemble pour constituer les premières étoiles qui vont elles-mêmes s'assembler en galaxies et en amas de galaxies. Une nouvelle synthèse d'éléments chimiques à partir de l'hydrogène formé lors des 15 premières minutes peut reprendre au sein des étoiles. Comment la mort d'une étoile peut-elle ensemencer l'univers en nouveaux éléments, carbone, azote, oxygène et autres, qui seront à l'origine de toutes choses et de tous les êtres vivants? Dans la prochaine vidéo, nous verrons la suite de cette fabuleuse histoire de la naissance de la matière et de la formation de poussière d'étoiles à partir d'hydrogène formé dans les premiers instants du Big Bang. La poussière d'étoiles issue de la mort d'étoiles dont nous sommes tous faits. N'est-il pas fabuleux d'imaginer que moi, vous et tout ce qui nous entoure, nous sommes tous issus de poussière d'une ou de plusieurs étoiles qui ont explosé quelque part dans l'univers? Abonnez-vous pour suivre la suite de cette histoire et suivre les découvertes scientifiques qui essaient de nous aider à mieux comprendre notre monde. Merci de votre attention.